Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de la victoire de l'OL 3-0 au SCO d'Angers. Une victoire vraiment très maîtrisée de la part de notre équipe. On va regarder un petit peu le déroulé du match, même si il s'est déroulé, on va dire, de manière assez linéaire. On regardera quelques statistiques, le classement évidemment et les perspectives de la semaine qui arrive, qui est quand même extrêmement important juste avant la trêve hivernale. Ce serait quand même bien d'en sortir avec des matchs positifs et on regardera les déclarations des acteurs du jeu. Alors Pierre Sage, d'une certaine manière, a répondu à nos attentes, notamment en envoyant un 5, je dirais, assez constant. C'est vrai que tous les changements, les rotations, ça va 5 minutes. Désormais, on a l'impression qu'il y a, on va dire, un groupe de 16, 17, 18 joueurs qui sont impliqués dans le jeu et les autres, c'est triste pour eux, mais ils restent à la maison ou ils restent sur le banc. Ça a été le cas encore hier. Il y a quelques petits ajustements, notamment sur les latéraux, sur la défense centrale, parfois un petit peu au milieu ou dans les ailes, mais on va dire on retrouve à peu près la même base d'équipe et c'est quelque chose que j'appelais de mes voeux depuis très longtemps. Je crois que le point d'orgue, ça a été le match contre Offenheim où franchement on doit leur mettre une rouste avec notre équipe 1. On envoie une équipe B', même pas une équipe B, et on s'en sort avec un 2-2. Bon, franchement, je pense que John Textor lui-même d'ailleurs s'était énervé suite à ce match. On le sait parce que ça a été relaté par Hugo Guimet lorsqu'il a suivi Textor pendant une semaine. Voilà, alors oui, on a un effectif profond, mais à un moment donné, il faut gagner des matchs, il faut trouver un style de jeu, et petit à petit, je trouve que on voit de plus en plus de bonnes choses, tout simplement parce qu'on met toujours les mêmes joueurs sur le terrain. Et donc c'est comme ça qu'on crée des automatismes. Ça paraît être une évidence, mais bon, ce n'était pas forcément le cas. Alors en termes de dispositif, on est soit dans un 4-3-3 ou un 4-1-4-1, ça dépend comment on veut le nommer. C'est vrai que le 4-2-3 a beaucoup de supporters parce qu'on dit oui mais ça met Cherki dans les meilleures conditions, mais moi je suis pas d'accord avec ça parce que le 4-3-3 ou le 4-1-4-1, il nous donne beaucoup plus de sécurité, notamment défensive. Et en plus, on a quand même en numéro 8, un Tolisso, un Verretou qui sont capables d'apporter un plus offensif et un Matic régulateur de tout ça. Donc pour moi, ça fonctionne. Cherki n'a pas joué numéro 10 hier, il était vraiment dans l'aile, il met un but, une passe D. Donc quand on me dit oui, Cherki il est pas bon dans l'aile, mais ça c'est ce qu'on dit depuis des années sur Ryan Cherki, il est pas bon dans l'aile, il faut le mettre en numéro 10. Non, ça c'est des conneries. S'il est en forme, s'il est dans le bon esprit et s'il joue simple, il peut être efficace dans l'aile et c'est ce qu'il a fait hier. Donc je crois que voilà, un bon joueur, notamment offensif, il peut s'adapter à différents rôles. Et je dirais que c'est pas à l'équipe à s'adapter à Ryan Cherki, c'est à Ryan Cherki à s'adapter à l'équipe. De toute façon, s'il quitte le club, alors moi je pense pas que ce sera cet hiver, mais au moins l'été prochain, il faudra bien qu'il fasse avec les conditions de l'équipe dans lesquelles il arrive. On n'a pas à adapter notre jeu pour Ryan Cherki. En tout cas, voilà, dans l'aile, un but, une passe D, c'est difficile de demander mieux. Alors le déroulé du match, comme je le dis, il a été vraiment très linéaire, puisque on a mené du début jusqu'à la fin. Le début de match a été un petit peu ronronnant. Faut dire que les conditions de jeu étaient très difficiles. Une pluie battante, le froid, le vent. Bon, on dirait c'est l'hiver, c'est un peu logique. Mais il faut dire que la pluie a arrêté en deuxième période. Donc une première mi-temps où on a eu énormément de cases. On ouvre le score sur un corner. C'est notre 5e but sur corner cette saison, ce qui est la meilleure performance en Ligue 1. Donc ça, c'est quand même à noter. On s'est désespéré pendant longtemps de ne pas être meilleur sur les coups de pied arrêtés. Donc ça, c'est très positif. 1-0, malheureusement, on aurait bien aimé quand même avoir le deuxième, mais on a parfois du mal à enfoncer le clou. Et figurez-vous que Angers, sur un coup franc incroyable, vraiment, qui finit sur le poteau, puis rebondit derrière le bras de Lucas Perry. Heureusement, ça se rentouchait pas dans le but. Mais on aurait pu se faire surprendre et être à 1 partout à la mi-temps. Bon, heureusement, on vire en tête. But de Tagliafico, vraiment plein de rage. Tagliafico qui, je trouve,
est quand même bien différent cette saison par rapport aux saisons précédentes. Et d'ailleurs, pendant le live, on discutait avec les amis qui étaient dans le chat, et on se posait la question de l'avenir de Tagliafico, certains disant « Ah, c'est quand même dommage qu'il parte à la fin de la saison, etc. etc. » Ah, écoutez les amis, moi je suis pas convaincu qu'il parte. C'est vrai que pendant longtemps, il était pas bien à Lyon, Tagliafico, et j'ai remarqué lors de sa dernière conférence de presse, un Tagliafico beaucoup plus apaisé. L'équipe est beaucoup plus cohérente, a de meilleurs résultats, et ce n'est que mon avis, je n'ai évidemment aucune info pour étayer ce que je vais dire, mais je me dis que si on se qualifie pour la Ligue des Champions, eh bien pourquoi pas redonner un nouveau contrat à Tagliafico de 2 ans, avec une année en option, avec évidemment un salaire à la baisse. Il ne pourra pas continuer à 4 millions. Il a 32 ans, mais bon, il me semble quand même en très très bonne condition. Et c'est vrai qu'il amène ce professionnalisme, cette rage. Bon, alors on va me dire, tu retournes ta veste sur Tagliafico, d'une certaine manière, oui, puisque j'ai critiqué Tagliafico pendant longtemps, mais il faut aussi reconnaître quand un joueur se met dans le sens de la marche. Ça a été le chemin qu'a suivi Mama Baldé l'année dernière, où il a commencé très difficilement, il termine très bien la saison, et moi, Mama Baldé, je suis déçu de son départ. D'ailleurs, je me dis, et d'ailleurs je le disais à la fin de la saison passée, pour moi, Mama Baldé, c'est supérieur à Ernesto Nuama. Donc, et ça, je le maintiens. Bon, il est parti, c'est une chose, mais donc Tagliafico, qui est en fin de contrat, je me dis, à la limite, si on doit perdre un latéral gauche, puisqu'on a 2 latéraux gauche qui sont des internationaux brésiliens et argentins, même s'il a moins de perspectives d'avenir, je préfère garder Tagliafico qui a fait ses preuves plutôt qu'Abner, qui pour moi me paraît toujours un petit peu endormi, Abner. Bon, je constate d'ailleurs que sur les matchs récents, il a très peu joué avec l'OL. Je pense même qu'il a plus de temps de jeu avec la sélection brésilienne qu'avec l'Olympique Lyonnais. Donc ça, c'est quand même incroyable. Donc si on vient et qu'on nous met 15 millions pour Abner, moi je pense qu'il faut le laisser partir et plutôt prolonger Tagliafico en essayant de trouver effectivement pour la saison prochaine un joueur remplaçant. On a quelques joueurs là qui brillent du côté de Botafogo et de Molenbeek, des joueurs prêtés par l'OL. Peut-être qu'il y en a parmi ceux-là qui peut prendre ce rôle de latéral gauche. Je pense à Lazziri. Alors Lazziri, je ne sais pas où il est en ce moment. Je ne sais pas s'il est prêté en France ou s'il est à Molenbeek. Je ne me souviens plus. Mais bon, il m'avait fait bonne impression et je me dis qu'avec de l'expérience, il peut peut-être rentrer dans la rotation ou tout simplement aller chercher quelqu'un d'autre. Bref, donc dans ce déroulé du match, on vire à la mi-temps avec un avantage totalement mérité. Et la deuxième mi-temps démarre un petit peu tranquillement, on va dire. On avait un peu cette crainte d'ailleurs avec les amis du chat de ce début de deuxième mi-temps qui parfois était un peu ronronnant du côté de l'OL. Ça a été encore un peu le cas, mais Ryan Cherki a mis le feu aux poudres, très très bien servi par Maitland-Niles qui lui donne la balle dans la surface et Cherki contrôle pied droit, coup de fusil pied gauche et deuxième but. Et ensuite on a vu un OL qui a vraiment été très très brillant. Après, lors des changements, c'est vrai que les entrants n'ont pas été transcendants, même si c'est un entrant qui va faire la différence en fin de match. Mikotadze qui marque un but absolument hallucinant de détermination. En fait, et vous pourrez, si vous ne me croyez pas, aller regarder le live, le replay du live. Quand Mikotadze il est rentré, vraiment, j'ai senti qu'il avait quelque chose à démontrer. Il était, mais d'une détermination folle, la bave aux lèvres, et on sentait qu'il voulait faire un truc. Donc moi je dis, quand je vois Mikotadze, vraiment, toute l'énergie qu'il met et tout, j'espère qu'il va marquer, parce que vraiment, il le mérite. Et il nous met un but absolument hallucinant, très très bien servi d'ailleurs par Fofana, qui avec beaucoup de finesse et de technique lui donne le ballon. Mikotadze résiste à 3 joueurs, il entre dans la surface et il mitraille le gardien. Vraiment, je pense qu'en live, j'ai kiffé ma race, comme on dit, parce que ce but, il était vraiment fantastique et c'était d'une certaine manière la cerise sur le gâteau. Bon, faut dire, on n'a pas tremblé dans ce match, de toute façon, vous voyez l'attaque momentum. Vraiment, ça a été un match vraiment tranquille pour l'OL. Alors je dirais que dans ce match, vraiment, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. J'ai trouvé Lacazette un petit peu en dessous. D'ailleurs, Mikotadze rentre à la 70e, moi j'aurais fait rentrer à la 60e.
Sinon, vraiment, tout le monde a fait le job, hein, sans être exceptionnel, mais voilà, des joueurs concernés, sérieux, malgré effectivement la faiblesse de l'adversaire et les conditions climatiques. Alors je sais, j'y reviens beaucoup, mais quand vous allez jouer un bas de tableau et que ça caille, que ça... Alors vous me direz, quand il pleut et que ça caille, vous êtes plus motivé pour courir, pour pouvoir vous réchauffer. Bref, bon, on a vécu une soirée quand même très sympa hier, et on va voir un petit peu les stats avancées. Alors on voit que les 3 joueurs les plus décisifs cette saison, toutes compétitions confondues avec l'OL, étaient tout simplement titulaires. Sur le front de l'attaque, Alexandre Lacazette, 10 buts et passes D, 9 pour Fofana et 8 pour Ryan Cherki. Alors la différence au niveau des XG n'est pas très spectaculaire, 0,51 pour Angers, 1,31 pour nous. Mais alors je dois dire que vraiment, ça, pour le coup, je trouve que ça reflète pas du tout notre domination, parce qu'on a eu, me semble-t-il, énormément de cases. Et je trouve que le 1,31 me paraît vraiment très très peu reflétant ce qui s'est passé. L'OL a cadré au moins 50% de ses tirs dans chacun de ses 4 derniers matchs. Donc évidemment, on met des buts. 11 buts sur les 3 derniers matchs. Donc hier, on a fait 63%, 10 sur 16. Donc évidemment, vous avez beaucoup plus de chances de marquer quand vous cadrez vos frappes. C'est une évidence. L'OL n'avait plus remporté 3 matchs de suite avec 3 buts d'écart depuis avril 2018. 5-0 contre Metz, 3-0 contre Amiens, 5-2 contre Dijon sous Genesio. L'OL n'a perdu que 2 de ses 17 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Alors il faut voir aussi que sur ces 2 défaites, il y a le match de Beşiktaş, où franchement c'est le hold-up du siècle, et le match de Marseille, où là aussi c'est le hold-up du siècle. Donc une dynamique très positive pour l'OL qui arrive au bon moment, avant d'affronter l'Eintracht Francfort en Europa League et le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Alors Mikotadze, qui était un peu en sous-performance en début de saison par rapport à ses occasions, hier, il met un but qui n'a que 9% de chance de terminer en but, c'est-à-dire en gros 0,1 XG. Donc vous voyez un petit peu le but qu'il nous met, il est quand même fantastique. Georges Mikotadze justement, qui a mis 7 buts sur ses 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc un Mikotadze qui a enfin lancé sa saison. Tagliafico, je le disais, qui a fait un grand match, et pas seulement parce qu'il a marqué, il a joué 81 minutes, il a été remplacé par Abner, 87% de passes réussies, 2 tirs, 1 but, 88% de duels remportés, 7 sur 8, 4 ballons récupérés, 3 tacles à sa sortie, 3 fautes provoquées et 0 dribble subi. Donc franchement, un très très grand match de Tagliafico. Même chose pour Ryan Cherki, qui lui était très déçu de sortir. Mais bon, quand vous faites un grand match comme ça, vous avez envie de rester sur le terrain. Donc on va regarder plus avant. 67 minutes de jeu, 92% de passes réussies, 45 sur 49 quand même pour un joueur offensif, c'est un truc de fou. 39 passes réussies dans le camp adverse, donc leader à sa sortie, 1 tir, 1 but, 5 passes clés, donc 5 passes qui amènent à un tir, 1 passe décisive, 5 ballons récupérés. Il fait sa part de travail défensif, 2 tacles, 1 faute provoquée. Bon, franchement, Ryan encore une fois, un très grand match, de toute façon, il fait une très bonne saison, Ryan Cherki. Ansley Maitland-Nice a été décisif à 10 reprises en 2024, toutes compétitions confondues. Pas mal pour un mec qui joue latéral droit. Verretou qui a fait lui aussi un bon match, qui a d'ailleurs tiré plusieurs fois au but. Ce qui est intéressant justement, je trouve, c'est que Verretou et Tolisso prennent leur chance de loin. J'aimerais bien que Matic en fasse de même, parce que Matic, je me souviens pas d'un tir de Matic. Et on voit que Verretou, donc seulement en première mi-temps, une seule passe ratée, 24 sur 25 réussis. Bon, après, c'est des passes de milieu de terrain, c'est un peu différent. 60% de duels remportés, 3 sur 5, 3 tirs dont 2 cadrés, 2 fautes provoquées. Donc lui aussi a fait un bon match. Alors après, les amis, oui, on est un petit peu euphorique ce matin, parce qu'on reste sur 2 victoires 4-1, une victoire 3-0, 2 de ces victoires ont eu lieu à l'extérieur. On va voir, on se replace au classement, évidemment, on est très proche des premières places, mais attention, il y a 2 choses. Déjà, on n'a pas battu des Cadors, ça c'est moins qu'on puisse dire, et puis surtout, on a des équipes qui n'ont pas tellement gêné notre milieu de terrain avec du pressing, et je pense que ce sera différent face à Francfort et face au Paris Saint-Germain, et nos amis Tolisso, Verretou, Matic, avec des équipes un peu plus, je dirais, agressives au milieu de terrain,
J'attends de voir ce que ça va donner. J'espère que ça va passer, mais je demande à être convaincu. Alors justement, le classement, tous les matchs n'ont pas eu encore lieu. Vous le voyez, un certain nombre d'équipes sont à 13 matchs, et notamment l'Olympique de Marseille. Nous, on est à 25 points. Alors on n'a pas vraiment pris de distance par rapport à Nice, puisque eux aussi ont gagné, mais on commence à avoir un trou avec Lens. Tout ça, c'est quand même les places européennes, c'est très important. Même si évidemment, nous, on vise la Ligue des Champions. Alors justement, par rapport à la Ligue des Champions, je rappelle que les 3 premiers du championnat sont qualifiés automatiquement pour la Ligue des Champions. Alors il faut dire aussi que le vainqueur de la Ligue Europa est qualifié directement pour la Ligue des Champions. Donc ça peut être aussi une ambition pour notre équipe. Donc avec 25 points, on est à 1 point de la 4e place occupée actuellement par Lille, 1 point de la 3e place occupée par Marseille, mais qui se déplace ce soir à Saint-Étienne. Est-ce qu'on va être pour une fois supporter des Verts? Je laisse chacun se faire son opinion. Un petit delta quand même avec Monaco, 4 points d'écart, et le PSG qui est quand même toujours très loin, toujours invaincu, le Paris Saint-Germain. On les joue donc dimanche prochain. Eux ont une semaine extrêmement délicate puisque ils vont jouer à l'extérieur, je crois, à Salzbourg en Champions League et ils sont absolument obligés de gagner ce match. Alors bon, normalement, Salzbourg, ça doit passer tranquillos, mais imaginons que ça se passe mal pour eux parce que vous savez qu'il y a énormément de dissensions en interne. S'ils venaient à perdre ou à ne pas faire un bon résultat à Salzbourg, évidemment, ce serait le gros why dans le vestiaire et je pense que ce serait le meilleur moment pour prendre le Paris Saint-Germain avec la confiance accumulée par l'OL. Écoutez, peut-être y aller avec des ambitions. Alors attention, ça peut se passer totalement différemment, c'est-à-dire que eux peuvent gagner 5-0 à Salzbourg et nous, on perd à domicile face à Francfort et là, la dynamique est inversée. Vous savez, en une semaine, en foot, il peut se passer beaucoup de choses, mais j'ai quand même le sentiment que on est aujourd'hui sur des bases d'équipe qui sont extrêmement positives. Bon, il y a encore 2-3 semaines, je ne serais pas allé à Paris avec beaucoup de confiance. Là, je me dis, bon, écoutez, de toute façon, à Paris, c'est pas là qu'on attend de prendre des points, donc il faut y aller sans pression, jouer notre football et aller chercher ce que Pierre Sage n'a pas encore réussi, c'est-à-dire une victoire face au Paris Saint-Germain. Alors les acteurs du jeu, évidemment, se sont exprimés après le match, vous doutez, évidemment, tout le monde est sur un petit nuage. Alors on demande à Pierre Sage, l'OL progresse ces dernières semaines, jusqu'où pensez-vous aller? Plus les joueurs enchaînent ensemble, plus ils se comprennent, mieux ils anticipent les choses. Eh ben oui, mais c'est ce qu'on dit depuis des semaines et des semaines. Arrêtons de faire des rotations aussi importantes. Je dis pas que ponctuellement on ne peut pas changer un joueur. Par exemple, si vous changez sur un match, comme on l'a fait à Karabag, Lacazette par Mikotadze, personne ne va crier au scandale. Si vous remplacez Tagliafico par Abner sur un match, personne ne va crier au scandale. Idem pour les centraux, idem si vous mettez Benrahma à la place de Cherki, personne ne va crier au scandale, ou Fofana, personne ne va crier au scandale. Donc le tout, c'est pas dire on prend le même 11 à tous les matchs, on fait les mêmes rotations à tous les matchs. Non, on peut faire des changements, mais ils doivent être cosmétiques tout simplement parce qu'on a besoin de se créer un fond de jeu. Et d'une certaine manière, Pierre Sage le reconnaît en disant cela. Plus les joueurs enchaînent ensemble, plus ils se comprennent, mieux ils anticipent les choses. On a un cadre à travers des positions sur le terrain et à partir de ces placements, on a des permutations qui permettent de déstabiliser l'adversaire. En fait, c'est ça qui, moi, me va vraiment plu hier et je le vois de plus en plus. C'est que, oui, il y a les 3 buts, mais il y a aussi des combinaisons de jeu extrêmement intéressantes. On a quand même des joueurs extrêmement techniques sur le terrain. Et on voit des dédoublements, des triplements, des quadruplements, je ne sais pas comment on dit, de passes, des jeux dans des petits espaces extrêmement rapides, en tiki-taka, et oui, il faut appeler les choses comme elles sont. Et franchement, c'est ça qui déstabilise l'adversaire, parce que là, franchement, on a des blocs bas, là, on en a joué, et on arrive à les déstabiliser, justement, parce qu'on joue plus technique, plus vite, dans les petits espaces, moins de touches. C'est pas constant sur l'ensemble du match, ça c'est sûr, mais bon... au moins sur les périodes où on le fait, on arrive à trouver des espaces et faire des différences. Alors, Pierre Sage nous dit, des interactions qui se mettent en place et on voit des émergences positives entre les joueurs. On a eu besoin de temps, mais aujourd'hui on est bien. On a toutes les perspectives ouvertes et on a toujours envie d'aller plus loin. Par séquence, on a eu l'impression que vous étouffiez les Angevins. À partir du moment où on les a empêchés de nous contrer
grâce à un marquage préventif efficace sur les 4 positions offensives, c'était difficile pour eux. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a pu remarquer, c'est qu'Angers, qui est une équipe de contre, là pour le coup, ils ont réussi à surprendre Monaco et Marseille, eh bien là, ils n'ont pas du tout réussi. Alors sauf une fois, faut quand même le dire, où le hors-jeu hyper mal joué par Maitland Niles lâche totalement le marquage, et Langevin se retrouve en face à Perry, et le gars, un peu limité techniquement, foire complètement son action, mais je pense que si c'est un joueur d'un meilleur niveau, là, vous avez le but. Donc le marquage préventif, ça veut dire, quand vous perdez le ballon, que les offensifs, tout de suite, aillent presser les joueurs pour empêcher la relance. Donc hier, finalement, on n'a pas été embêté sur un point sur lequel on est souvent embêté, c'est le jeu de transition de l'adversaire, tout simplement parce qu'on progresse vraiment sur le marquage préventif. Donc écoutez, vraiment, je trouve qu'on voit des choses très intéressantes se mettre en place. Je trouve que ça a pris du temps cette saison, on est quand même au mois de décembre, les amis, ça fait 6 mois qu'on a repris. Et j'ai trouvé déjà que l'été, l'équipe n'avait pas tellement progressé dans ces domaines-là, c'est-à-dire le pressing, le marquage préventif, le jeu collectif. Et là, je trouve vraiment, on voit quelque chose de très très intéressant. Et hier, dans l'after-foot, on a même dit que l'OL, c'était peut-être l'équipe en France qui jouait le mieux. Et je suis assez proche de penser ça, mais je n'ose pas le dire vu que moi je suis supporter. Mais quand c'est des journalistes qui, eux, ne le sont pas et ont un regard objectif, écoutez, j'écoute ça avec intérêt. Alors Clinton Mata, lui, victime, si l'on peut dire, d'un tacle un peu dangereux de la part de Bamba Dieng. Alors il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de débats sur ce tacle. Moi, je n'étais pas de ceux qui demandaient le carton rouge sur ce tacle, tout simplement parce que Bamba Dieng, oui, il y va avec les 2 pieds, mais il ne tacle pas les chevilles de Clinton Mata avec les pieds. Il le fait avec les tibias. D'ailleurs, Mata a absolument 0 blessure. 30 secondes après, il vous claque un sprint qui montre qu'il n'a absolument rien. Donc, j'entends des cris d'orfraie partout. Il y avait carton rouge sur Bamba Dieng. Non, pour moi, il n'y avait pas carton rouge. D'ailleurs, l'arbitre a été appelé à la VAR. Il a maintenu le carton jaune. Là, carton jaune, il n'y a aucun problème. Mais carton rouge, non. Tout simplement parce que même si c'est un tacle d'attaquant qui n'est pas totalement maîtrisé, il ne va pas mettre ses crampons, ses pieds dans les chevilles de Clinton Mata. Donc quand vous taclez un joueur comme ça avec vos tibias, bien que ce soit au niveau des chevilles, le danger il n'existe pas parce qu'il n'y a pas de rupture dans la position des chevilles. Donc c'est pour ça que, alors bon, je ne vais pas convaincre grand monde, mais je trouve que l'arbitre a bien fait de ne pas mettre rouge. Alors pour l'intérêt du match, mais ça à la limite on va dire c'est pas notre problème, mais tout simplement parce que selon moi, ce tacle ne méritait pas un rouge. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, même si là je sais que je vais être extrêmement minoritaire, mais c'est pas grave. Alors Clinton Mata donc il dit on peut dire qu'on a fait un match complet, et ça c'est vrai, un match de patron. Hier dans le chat certains ont dit on a fait un match d'équipe du haut de tableau face à une équipe de bas de tableau, et c'est exactement ça, tout en maîtrise. Et quand on a accéléré un petit peu, on a mis des buts. Nous pouvons être fiers de notre prestation, même s'il reste des choses à améliorer. Les 3 points étaient importants pour accrocher les équipes devant nous. Ça nous donne de la confiance et c'est très bien pour la rencontre de jeudi contre Francfort. Donc, vous voyez, je pense que là aussi, les joueurs, ils reviennent du diable Vauvert. Vraiment, il y a un an, il faut voir où on en était. Après 14 matchs. Parce que là, c'était le 14e match de la saison. Après 14 matchs, on était dernier du championnat avec 7 points marqués. Donc évidemment, quelle différence cette saison. Alors, il faut dire, l'équipe n'est pas tout à fait la même. Quand même, il faut le dire aussi. Clinton Mata, lui, était là à cette époque. Je rappelle qu'il a été recruté en juillet de l'année dernière. Par contre, c'est vrai que beaucoup de joueurs qui sont là aujourd'hui, mais n'ont pas connu ces affres-là. Les Niakate, les Lucas Perry, les Mikotadze, les Matic et tout ça, eux, Fofana, voilà, ils n'ont pas connu le début de saison calamiteux de l'Olympique Lyonnais l'année dernière, donc eux, ils sont arrivés en janvier ou cet été avec un esprit frais. Donc je pense que ça aussi, ça joue. C'est-à-dire que ceux qui ont connu la Big Lose l'année dernière, pour certains se sont remis dans le droit chemin, comme Tolisso, et d'autres, tout simplement, n'ont pas connu cette époque. Donc évidemment, c'est plus facile aujourd'hui d'avoir la banane.
Enfin, les déclarations de Miko Tadze, hein, qui est auteur d'un but absolument extraordinaire, vraiment pour moi le plus beau but depuis le début de la saison par l'Olympique Lyonnais. Et on lui a demandé un petit peu de décrire son but. Alors il dit je ne réfléchis pas trop en vrai, je fais la feinte de centrer, je passe le bras, après je suis face au gardien et je la mets dans la lucarne. Quand Malik contrôle, je sais déjà qu'il va partir le long de la ligne, donc j'essaye de me mettre en retrait pour qu'il me la mette. Quand je me retourne, il y avait 2 joueurs devant moi, j'ai fait une petite feinte de centrer qui est passée parce que je la pousse assez loin. Après, je passe le bras, puis je suis devant le gardien, je la mets en l'air, j'ai pas trop besoin de lever la tête, je sais où je suis. Quand j'ai fait la feinte, je savais qu'il fallait que je tire. Si je n'arrivais pas à passer, je suis content, je commence à remarquer des buts et à être décisif. Je suis un compétiteur, j'aime jouer les matchs, marquer des buts, faire plaisir à mes parents qui sont derrière la télé. Je suis content que ça revienne petit à petit, c'est bien. Bon, un Miko Tadze heureux, une équipe de l'Olympique Lyonnais heureuse, des supporters heureux. Il va falloir surfer sur cette énergie positive pour la réception de Francfort. Évidemment, aller la semaine prochaine au Parc des Princes avec des ambitions, comme l'a dit Pierre Sage, et peut-être virer sur le podium à la trêve hivernale. Ça, ce serait quand même très très positif. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. On est désormais 4400 abonnés sur la chaîne, donc merci énormément de votre soutien. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.